ce document, au niveau typographique, il est assez valable. On dit que le gris typographique est correct, c'est-à-dire quand on regarde les blocs de loin, une vue d'ensemble des blocs texte, on n'a pas vraiment l'impression de voir des lézardes blanches qui apparaissent. C'est assez uni comme gris. Ça, c'est parce qu'on a travaillé ce qu'on appelle la justification. On a fait en sorte que InDesign ait plus de souplesse quand il doit coller du texte à gauche et à droite de la colonne. Normalement, InDesign ne sait faire varier d'origine que l'espacement entre les mots. Mais on lui a dit, tiens, tu peux aussi faire varier l'espacement entre les lettres. Tu peux aussi modifier un peu la largeur des caractères. Et c'est grâce à ça qu'on a un gris typographique valable. Au niveau typographique, c'est mieux que ce que InDesign permet de faire en standard. Et ce qu'on va faire ici, pour aller plus loin, c'est faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte soient dans le prolongement l'une de l'autre. Alors, on est bien d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ce petit détail ridicule, additionné à plein d'autres détails, fait la différence entre un document Word pourri et un bon document InDesign qui donne une sensation de qualité au lecteur lambda qui regarde ça, qui n'y connaît pas grand-chose, mais il a quand même une sensation de qualité quand il voit le document. Ou si vous avez affaire à des pros qui regardent le document, ils vont se dire « mais mince, il est pas mal typographiquement, ça a été fait comme il faut ». Alors voilà, pour arriver à faire en sorte que les lignes de texte soient dans le prolongement l'une de l'autre au même niveau dans toutes les colonnes, il va falloir utiliser ce qu'on appelle une grille de lignes de base. Alors d'abord, cette grille de lignes de base, je vais devoir lui donner une valeur, mais la valeur, elle va être déterminée par ce qu'on appelle le corps du texte. Alors si vous allez dans le menu texte, le menu type, et vous allez jusqu'à paragraph style, style de paragraphe, vous voyez que nous avons un style de paragraphe qui s'appelle corps du texte, et entre parenthèses body. Pourquoi ? Parce que le corps du texte, c'est le nom que j'ai choisi de donner à ce style de paragraphe. C'est le corps du texte, c'est comme ça qu'on appelle le texte qu'on rencontre le plus souvent dans un document, le texte principal. Donc, en général, quand on commence à faire un document et qu'on fait les choses de manière logique, on commence d'abord par régler le corps du texte, le texte principal, puis après seulement on commencera à faire les sous-titres, les titres, etc. Mais c'est une des premières choses. Et alors, en anglais, ça s'appelle le body text. Voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses body. Donc, tous les paragraphes de ce document actuellement utilisent le style corps du texte normalement. Si, avec l'outil texte, vous sondez à différents endroits, vous voyez que ça ne change pas, c'est toujours corps du texte qui est activé. Si vous cliquez n'importe où dans le texte et vous faites un CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, ça sélectionne tout le texte sur tout le document. Je vous rappelle qu'on est dans un document à flux continu, donc c'est vraiment... Le texte coule d'un bloc à l'autre grâce au chaînage que vous avez visualisé tout à l'heure en cliquant avec la flèche noire sur un bloc. Vous avez vu les lignes parce que vous avez demandé affichage extra, montrer le chaînage de texte. Voilà, donc le style de paragraphe reste sélectionné, il n'est pas gris, il reste bleuté sélectionné. Ça veut dire que tout ce qui est sélectionné là actuellement utilise ce style de paragraphe, c'est parfait. Alors quel est l'interlignage du texte là? Eh bien, pour le voir, il y a deux manières de faire. Vous pouvez, si vous voulez, aller dans la palette caractères, donc menu Type, Caractère, menu Texte, Caractère, et vous avez fait apparaître la palette caractères. Et quand vous cliquez dans un paragraphe, vous voyez l'interlignage est à 21,6, c'est 120% de 18. C'est inscrit entre parenthèses pour indiquer que c'est InDesign qui a calculé l'interlignage, l'espacement entre deux lignes. Il a fait 120% de la valeur du caractère 18 ici. Donc 21,6, c'est ça qu'il faut retenir. Une autre solution aurait été de prendre la flèche noire, cliquer à côté de tout, à côté des pages, rien n'est sélectionné, et aller se renseigner sur le style de paragraphe en double-cliquant sur lui. Bon, il est également possible de faire un clic droit et de faire modifier. À ce moment-là, vous n'avez pas eu besoin nécessairement de cliquer à côté de la page pour désactiver tout, mais bon,
Moi, je vais double-cliquer dessus. J'ai cliqué à côté des pages pour tout désactiver, donc je ne suis pas en train de travailler sur un élément de la page en particulier. Et dans format de caractère de base, vous avez ici l'interlignage qui est indiqué. Aussi, bien sûr, dans le style, on retrouve tout ce qui est dans les palettes caractères et paragraphes. Ça inclut tout. Donc 21,6 points, c'est notre interlignage de texte actuellement, et on va dire qu'on se fixe là-dessus, c'est bon, on ne va pas changer par la suite, donc on va pouvoir aller gérer la grille de ligne de base. Alors, la grille de ligne de base, on va la faire apparaître, menu affichage, grille et repères. Donc c'est menu display, je suppose en anglais, si je me souviens bien, grid and smart guides sans doute. Et vous avez baseline grid, quelque chose comme ça en anglais. Show baseline grid, vous confirmez? Ok. Donc la grille de ligne de base ne se voit pas quand on est à une certaine distance des pages parce qu'il y a un seuil d'affichage. On se dit, et ça se règle dans les préférences, on se dit, tant qu'on n'est pas en zoom avant à un certain facteur de zoom sur la page, ça ne vaut pas la peine de montrer la grille. Mais si vous zoomez Alt roulette, vous voyez la grille de ligne de base. Et alors l'idée, c'est de faire en sorte que entre chaque ligne ici, il y ait une valeur de 21,6 points. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ben, on va faire ça. On va aller dans les préférences de InDesign. Vous allez dans le menu édition préférences, puisque vous êtes sur un PC. Ici, je suis sur un Mac, je vais dans le menu InDesign préférences. Et on va aller régler les grilles. Grids. Alors, on est en train de régler les grilles. Je suis allé donc dans les préférences sur ce qui concerne les grilles. Vous avez ici la grille de ligne de base. Bon, accessoirement, vous voyez, vous pouvez changer la couleur avec laquelle elle apparaît. Ça peut être utile si vous avez en fond de page des images qui sont bleues. Votre gris bleu clair, ça ne va pas trop se voir. Le début ici, c'est juste le début de la grille. Il est à 12,7. On ne va pas trop s'occuper de ça. Ce qui nous intéresse, c'est le pas ici. Alors, on avait dit combien? 21,6. Vous voyez, j'ai même pas noté. 21,6. Voilà, c'est ce qu'on indique à cet endroit-ci. Ça, c'est le seuil pour visualiser la grille. Donc, on s'en occupe pas trop. C'est bon. Il y a possibilité de faire apparaître la grille devant les éléments, les images par exemple, qui seraient là à un certain moment. La grille apparaîtra devant et pas derrière. Mais pour l'instant, c'est coché, les grilles seront derrière, c'est pas très grave. Nos blocs texte, là, de toute façon, sont transparents. Il n'y a pas de fond blanc sur le fond de notre bloc texte, donc la grille, on va la voir. Voilà, vous cliquez sur OK, vous avez une grille qui a le même interlignage que le texte. Tiens, par hasard, ça tombe juste sur ma colonne ici à droite, mais sur la colonne de gauche, le texte ne tombe pas juste dessus. Ah tiens, on a un truc qui peut être assez moche, c'est les ligatures. On va supprimer ça aussi, peut-être les ligatures, tant qu'on y est. Ça n'a rien à voir, mais je suis en train de voir que mes i, quand ils sont suivis quand ils suivent un f, le point du i disparaît. Voilà. Ligature, il faudra que je pense aussi à modifier ça, parce que j'aime pas trop... mais ça peut être chouette si vous aimez ça. Alors, ce que vous allez faire maintenant, avant qu'on perde tout, c'est enregistrer le document. Vous pouvez l'enregistrer dans le dossier que vous avez reçu, là, dans le dossier, et vous allez lui donner un nom différent. Dans le dossier d'assemblage que vous avez reçu, vous changez le numéro. Voilà. Alors, voilà. On va faire en sorte que le texte qui utilise le style de paragraphe corps du texte, il va se coller sur la grille de ligne de base. Parce que bon, je disais que par hasard, j'ai mon texte ici qui colle sur la grille, mais si je remonte un peu dans la colonne, vous voyez que le paragraphe précédent, non. Enfin, c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a un truc qui perturbe de toute façon, c'est l'espacement interparagraphe que j'ai réglé. Et je peux le faire plus grand, plus petit, ça c'est moi qui décide, et forcément ça fout tout en l'air au niveau du texte qui ne tombe plus sur les lignes. Alors on va faire ça, on va cliquer à côté de tout, rien n'est activé, et on va aller double-cliquer sur le style corps du texte. Alors, je vous parlais à l'instant de l'espacement entre les paragraphes, qui est évidemment fait non pas en insérant un paragraphe vide. Je n'ai pas de balise de paragraphe vide
là où il y a des espaces entre les paragraphes. Ça, c'est les Baraki qui font ça. Nous, on essaye d'éviter, en tout cas de faire croire qu'on ne l'est pas, et je rigole. Et voilà, l'espacement entre les paragraphes, ça se règle par le retrait et espacement, c'est ici en fait, il est à 3 mm. Voilà, ceci dit en passant. Alors, autre chose, je vous avais parlé des ligatures, vous avez vu, hein, il y en a encore une, voilà, c'est celle que je vous avais montrée. Moi, je trouve pas ça génial que le I soit attaché comme ça au F qui précède. Donc, c'est dans format de caractère de base, c'est ici. On décoche ligature et si je coche la case aperçue, je devrais remarquer que directement derrière, voilà. Les petits points des I apparaissent quand ils sont précédés d'un F. C'est ce qu'on appelle aussi les FFI. Parce que oui, quand on a deux F qui sont l'un à la suite de l'autre, comme dans le mot efficace, ils sont aussi ligaturés si on laisse ça cocher. Tout ça, c'est des héritages de la typographie ancienne et ça dépend aussi du public auquel on s'adresse et du genre qu'on veut donner au document. Alors, j'étais là pour quoi? J'étais là pour faire en sorte que les lignes de texte se collent sur la grille de ligne de base. Et vu que la grille de ligne de base a le même interlignage que le texte, ça devrait marcher. Alors, ça va se passer dans retrait et espacement. On vient déjà d'y aller il y a 10 secondes. Je vous avais indiqué que l'espacement entre les paragraphes, c'est là que ça se passe. Et ici, vous avez aligné sur la grille. Aucune ligne actuellement. Ben, vous allez dire que toutes les lignes. Pourquoi est-ce qu'il y a l'option première ligne? C'est surtout pour les titres. On fait en sorte que la première ligne d'un titre s'aligne sur la grille. Mais ici, c'est toutes les lignes de tous les paragraphes qui vont s'aligner sur la grille. Voilà, et qu'est-ce qui se passe quand on regarde derrière? Au miracle, les lignes de texte sont au même niveau, dans le prolongement l'une de l'autre, et ça c'est un document qui est sérieux au niveau typographique. Il y a des gens qui font attention à ça, enfin surtout dans le monde du graphisme. Après, je vous dis, le grand public, s'il y a un ressenti par rapport à la qualité du document, mais il ne va pas dire « Ah tiens, les ligatures ont été supprimées, pas mal. Ah tiens, les lignes de texte sont dans le prolongement l'une de l'autre, d'une colonne à l'autre. » Mais non, ça c'est le grand public qui ne fait pas attention à ça, mais malgré tout, il ressent qu'il y a quelque chose de qualité dans le document. Ce n'est pas un document Word, bêtement. Alors, du coup, votre espace après paragraphe, mais quand vous le modifiez, ça ne va pas modifier grand-chose nécessairement. Donc, là, dans la boîte des options, le style et paragraphe, vous avez bien sûr la case aperçue qui est cochée, on est d'accord, à la case preview. OK. Donc, on va un peu observer ce qui se passe. Maintenant que le texte est forcé de se mettre sur la grille, si j'augmente, et je suis en train de regarder à cet endroit-là, si j'augmente l'espace après paragraphe, rien ne change. On se dit, tiens, InDesign bug. Non, en général, les bugs se situent, comme vous le savez, entre l'écran et le dossier de la chaise. Donc, à un certain moment, je vais augmenter et la ligne qui commence ici par le mot manga, dans mon cas, va passer à la suite, si ça ne plante pas, parce que mon ballon de plage arrive et ça, c'est toujours inquiétant. Ah, voilà, OK. Donc, quand je passe de 7 mm à 8, directement, le texte saute une ligne. Ben, c'est logique, hein. On a un réglage d'espace entre paragraphes forcément moins fin à partir du moment où on a demandé que le texte s'aligne sur une grille. Donc voilà, vous pouvez le laisser à 3, c'était bien. En fait, c'est plus 3 mm, hein, c'est 21,7 x 2. Enfin voilà, mais 3, ça peut rester comme ça. Enfin, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'à partir du moment où vous faites coller le texte sur une grille de ligne de base, forcément, le réglage d'espace entre paragraphes, il est moins fin. Alors, ce qu'on est en train de faire ici, c'est donc, on vous explique, malgré que vous n'êtes pas encore très loin dans InDesign, on vous explique comment utiliser des fonctionnalités qui permettent de donner un look professionnel à un document.
et de faire un document long avec des images et du texte et très souple au niveau de sa mise en page. Je peux supprimer les images, le texte remonte, je peux ajouter du texte, etc. Donc c'est ça le but ici, hein. On n'est pas en train de faire de vous des professionnels de la mise en page, hein. Le but c'est d'arriver à s'approcher d'un document pro facilement grâce aux petites astuces que vous avez ici, qu'on vous donne pour l'instant. Alors on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque, et je vais renommer le calque, je vais l'appeler texte principal. Voilà, texte principal. Je vais le verrouiller pour être certain de ne pas travailler par erreur sur lui. Et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler image flottante. Nouveau calque. Image flottante. Pourquoi ça? Mais vous allez comprendre tout de suite. Alors voilà. Vous êtes en train de travailler sur le calque image flottante. Il faut cliquer sur lui pour qu'il soit sélectionné. L'autre calque est verrouillé, texte principal. Il contient le texte principal, bien sûr. Si j'enlève l'œil, le texte principal disparaît de l'affichage. Alors, sur le calque image flottante, on va aller créer un bloc image. Donc, vous pouvez prendre la diagonale ici. Et vous allez faire un bloc image de la largeur d'une colonne. En tout cas, pas plus que la largeur d'une colonne. On va faire même moins. Je vais même ici faire un tout petit peu moins. Quoique ça colle, hein. Donc il y a le magnétisme. Donc faites tip-top la même largeur. Il ne faudrait pas que ça déborde en fait, en tout cas. Voilà. Donc par convention, dans le monde de l'imprimerie, un rectangle avec des diagonales, ça nous indique que ça va contenir une image. C'est utile surtout quand on a des chartes graphiques, des maquettes de départ dans les magazines, on voit directement. Ça vient de plusieurs siècles en arrière, hein. Les imprimeurs au Moyen-Âge avaient leurs petits ordinateurs, non je rigole, ils dessinaient sur des feuilles de papier leur projet de mise en page avec des rectangles à diagonale. Ok. Bon, ce bloc pourrait être passé d'une colonne à l'autre, peu importe. En tout cas, ce bloc va contenir une image et il ne faudrait pas que l'image se superpose au texte, on ne verra plus le texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher l'habillage. Donc dans le menu fenêtre, vous allez chercher habillage de texte. Donc dans le menu Window, vous allez chercher dans la version anglaise de InDesign Text Wrap. Donc la palette habillage de texte est arrivée et pendant que vous avez votre bloc là sélectionné avec la flèche noire, vous devez enclencher ceci. C'est assez parlant, évidemment. On voit que plutôt que le texte se passe sous les images, il va être autour des images. Voilà, c'est ça qu'on enclenche. Et donc, du coup, vous avez le bloc image qui n'a plus de texte en dessous de lui. Donc si je le bouge, je le remonte là, ben voilà, la phrase là se termine en dessous du bloc image. À chaque fois, ça se remet à jour, c'est logique. C'est un peu lent. Ça, c'est mon ordinateur aussi. C'est un peu un mulet, c'est pas une bête de course, hein. Bon alors, parfois le texte est proche de l'image. Ça dépend où je place l'image. Parfois, c'est le texte du dessus qui est proche de l'image. Parfois, c'est le texte du dessous. Bon, ben, vous allez pouvoir éloigner un peu le texte du dessus et du dessous de l'image en indiquant, par exemple, ici, on va indiquer éventuellement 3 et 3 pour le dessus et le dessous. Voilà, touche tabulation. Et normalement, le texte devrait être... Ah oui, au fait... Là, ça va, parce que j'ai une gouttière assez large, j'ai débordé de 3 vers la gauche et la droite aussi, donc ça ne posera pas de problème. Mais à un certain moment, ça pourrait poser un problème si je fais un habillage qui est plus large que la gouttière, l'espace entre les colonnes. Donc,
Ce que j'ai oublié de faire, je vais quand même le faire ici, c'est casser la chaîne. Voilà, je vais faire un habillage différent. À gauche et à droite, je vais laisser 0, et c'est au-dessus et en dessous, je vais mettre 3 éventuellement. Je peux même augmenter encore, voyons un peu, si je mets 6 et 6. Voilà, c'est certain qu'il y aura systématiquement le texte qui ne sera pas trop près de l'image dans la colonne en haut et en bas. Vous voyez, ça c'est la petite valeur de marge qu'on vient de mettre. Hein. Cette zone-là, cette ligne qui est apparue, là c'est la valeur de marge qu'on vient de mettre sur le bloc. C'est une marge d'habillage. Alors, ce bloc va contenir une image et j'aimerais quand même automatiser la mise en page, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que l'image se redimensionne dans le bloc. Et pour ça, toujours en ayant ce bloc image sélectionné, je vais aller dans le menu Objet, Ajustement, donc ça doit être Object Adjustment, un truc comme ça. Et étant donné que le bloc n'a pas encore d'image, tout ça est inaccessible. Par contre, je peux descendre jusqu'aux options d'ajustement de bloc, prévoir ce qui va se passer quand une image arrivera dans le bloc. Donc c'est Text Frame Options, un truc comme ça. Et alors, ici, à Ajustement, vous allez demander Fill Frame Proportionally, remplir le bloc proportionnellement. Ça veut dire que l'image va remplir le bloc en gardant ses proportions. Donc elle va éventuellement déborder par le haut et le bas ou par la gauche et la droite. Et il faudra faire des petits ajustements manuels. Mais il y aura déjà un boulot qui va être fait par InDesign normalement. Voilà. Oui, donc en effet, dans la version anglaise de InDesign, c'est pas Object Adjustment, c'est Object Fitting. Et vous avez les Text Fitting Frame Options, un truc comme ça. Frame Fitting Options. Bon. En tout cas, voilà. Il est réglé pour que les images remplissent le bloc, se redimensionnent pour être le plus grand possible dans le bloc. Voilà, on va enregistrer le document. C'est toujours plus sûr, même si InDesign sauvegarde toutes les 5 minutes. Bien, alors, ce bloc, je vais éventuellement en faire une copie sur le côté, parce que je vais souvent l'utiliser. Donc je vais même le mettre dans le gabarit. Comme ça, il se retrouvera sur toutes les pages sur le côté. Donc vous allez le sélectionner, faire un copier. Donc édition copier, CTRL-C bien sûr. Vous allez dans le gabarit. Vous double-cliquez sur le gabarit double page qui est là. Vous devriez voir les 2 pages du gabarit. Vérifiez, je me méfie toujours parce que vérifiez bien qu'il est indiqué en bas à gauche que vous êtes en train de travailler dans le gabarit A et Master dans la version anglaise. Vous êtes bien dans le gabarit parce qu'il y en a qui cliquent quand je dis double-cliquer et puis après c'est la cata. Voilà, et puis on va coller. Bon, ça se colle au milieu de la fenêtre qui est ouverte, donc un peu n'importe où. Ça tombe pas juste, hein. Mais c'est pas grave parce que de toute façon mon but c'était de le mettre sur le côté là. Voilà. Il est là sur le côté. Ça veut dire que sur toutes les pages maintenant, quand je vais sur n'importe laquelle des pages du document, je double-clique sur elle, j'ai sur le côté un bloc qui est accessible et qui n'est pas accessible. Pourquoi? Ouais, j'aime bien quand ça marche pas. En général, c'est toujours chouette. Oui, il faut le déverrouiller, mais il faudrait qu'il apparaisse aussi. Et je ne le vois pas. Bon. Oui, forcément, il n'apparaîtra pas s'il n'est pas déverrouillé. Et j'arrive pas à le déverrouiller si je ne le vois pas. Donc je vais peut-être retourner dans le gabarit et lui donner quand même une petite couleur. Petite couleur de fond, voilà. Et on ne le voit toujours pas, c'est génial. Ouais. Bon. Bien vu, je me souviens du truc maintenant, en effet. Il faut qu'il touche un tout petit peu la page, ne fût-ce que toucher comme ça, et on va le voir, certainement. Oui, c'est un petit truc vicieux.
Voilà, il est là, disponible. En effet, bien vu. Vous m'avez évité de devoir chercher pendant 5 minutes ce qui n'allait pas, parce que je ne me souvenais plus que ça fonctionnait comme ça. J'allais m'engager vers la modification de la couleur de la table de montage, etc., qui m'aurait fourvoyé. Bon, ben c'est bien. En plus, vous participez au cours et vous trouvez des solutions. Super. En fait, tout ça a été fait exprès. Je connaissais la réponse depuis le départ. Mais non, je rigole. Je vous fais marcher. Évidemment. OK. Donc, on va aller chercher une image. On va aller sur le web. Alors, je vais dans Bing parce que, évidemment, le bouton afficher l'image en haute définition a disparu de Google. Il faut installer des extensions pour le faire réapparaître, c'est ennuyeux. Tandis que dans Bing, il est toujours là. Et ça fonctionne à peu près de la même manière. Bah, je ne croyais jamais que j'allais faire la pub d'un produit Microsoft à un certain moment, mais tout arrive. Alors voilà, je vais taper le nom d'un truc. Par exemple ça, avec une bonne sauce, c'est toujours bon ces trucs-là. Et je vais taper entre guillemets public domaine, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vous montre que si je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, j'ai davantage de chances de faire ça. Bien sûr, vous avez aussi les Creative Commons, les filtres Creative Commons qui sont disponibles dans les filtrages quand on sera dans la partie images. Vous pouvez taper autre chose si vous voulez. Moi j'ai tapé ça parce que voilà, j'aime bien la bonne bouffe. Vous riez, mais ça se mange dans certains pays. Alors voilà, images. Alors, au niveau du filtrage, le filtrage apparaît déjà chez moi. Si ça apparaît pas chez vous, il faut cliquer évidemment sur le mot filtre. Ici, le petit entonnoir. D'habitude, je le mets dans l'autre sens, sur ma tête, mais voilà. Alors, taille d'image. Je vais demander des grandes images. Bien. Alors, il me met la taille directement. Voilà, il faut quand même faire attention à ça. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous allez mettre l'image en petit sur la page, bien sûr, une image de 615 pixels sur 409 comme celle-ci pourrait passer. Mais si vous envisagez de la mettre en plus grand, quand même, c'est important de prendre des images avec une définition meilleure. On appelle ça la définition. Alors, la question qu'on me pose parfois, mais faut-il prendre des images en 300 pixels par pouce ? Mais bien sûr, c'est obligatoire. Si vous trouvez des images en 72 pixels par pouce sur le web, vous ne saurez jamais les imprimer. Foutaise, c'est faux. On s'en fout de la résolution. Vous avez des images en 72 pixels par pouce, ça va très bien aller. Non, je rigole un peu parce que je sais que dans l'enseignement secondaire, ça fait quand même plus de 15 ans que c'est pas vrai, mais on continue de dire prenez des images 300 pixels par pouce, adaptez-les dans Photoshop avant de les utiliser dans InDesign. Foutaise, c'est de la bêtise. Ça fait 15 ans que Adobe dit qu'on peut prendre des images RVB déjà, même si on veut imprimer, et qu'en plus la résolution n'a pas d'importance. Pourquoi ? Vous allez le voir un peu plus loin. Alors, on va cliquer sur une image ici, et vous avez le petit plus ici qui normalement devrait vous permettre... Chez vous, ça peut apparaître directement, c'est parce que j'ai une résolution d'écran ici pour la démonstration qui est assez faible. Je suis en 1400 pixels sur 900, 1440 sur 900. Il est probable que vous avez une définition d'écran meilleure sur votre écran là, et vous voyez directement le bouton afficher l'image. Donc afficher l'image, donc c'est l'image haute définition, c'est ça qui manque dans Google maintenant. C'est ce bouton qui permet d'afficher l'image en haute définition. Quand je clique avec la loupe, je vois que c'est pas trop mal. Bien sûr, ça reste de la photographie animalière et c'est flou parce que la bestiole bouge. Mais c'est quand même génial comme photo. Alors, clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez dans le dossier. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage d'aujourd'hui. La question qu'on me pose, c'est faut-il faire un dossier image, blablabla. Ben non, vous l'enregistrez, ça sera bon. À la fin, quand on aura fini, vous ferez un dossier d'assemblage de votre document InDesign et ça va tout faire tout seul, tous les dossiers comme il faut. Bon, maintenant, bien sûr, si vous avez des centaines d'images à mettre dans un document InDesign, ça peut être utile d'avoir un peu de hiérarchie et de régler les choses dans des dossiers et sous-dossiers, mais bon. Ok, alors on va aller voir dans InDesign. Et on va aller sur notre page qui contient le bloc et on va tenter d'importer l'image dedans. Donc,
L'image est là, je veux dire le bloc est là, je fais fichier importer, donc un commande D, CTRL D. Je vais chercher l'image, pas besoin de cocher les options d'importation, c'est pas comme si c'était un PDF multipage où je dois choisir quelle page je veux importer. Non, c'est juste une bête image ça. Logiquement, ce serait mieux d'importer une image Photoshop. Mais on peut encore changer ça par la suite. Pourquoi? Pour faire de la modification non destructive des images qui sont importées dans la mise en page. Alors voilà, on dirait que ça a fonctionné. L'image a été redimensionnée. Quand je clique avec la flèche noire sur le réticule central, je vois des lignes bleues claires qui sont les limites de l'image. Je vois aussi au-dessus que l'image a été redimensionnée dans mon cas, mais je ne vous avais pas dit de faire un bloc d'une certaine dimension, je ne vous ai pas imposé la dimension, donc chacun a un résultat différent. Dans mon cas, elle est à 22%. Si c'est différent chez vous, ce n'est pas grave. À partir de là, vous pouvez enfoncer le bouton et avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift, vous pouvez repositionner l'image. C'est donc les petits ajustements manuels dont je vous parlais. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je vais enregistrer le document. Alors, regardons un peu ça. La question que je vous pose, s'agit-il d'un écureuil femelle ou mâle? Non, je rigole, rien à voir. On s'en fout, c'est le goût qui compte. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'image avec la flèche noire. Donc je vais devoir, le bloc en tout cas, voilà, le bloc image, je vais le sélectionner, je clique à côté. Je reviens cliquer dessus. Oui, c'est bien le bloc qui est sélectionné. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais cliqué sur le réticule. J'étais en train de modifier le contenu du bloc, l'image elle-même. Mais si là, je veux cliquer sur le bloc, je dois cliquer à côté, puis venir recliquer sur le bloc. Enfin, vous connaissez le principe. Hein, vous n'êtes pas des nouveaux dans InDesign. Allons un peu voir dans le menu Fenêtre, Information. Je n'ai jamais utilisé cette image, donc je suis en train de la découvrir. Alors, il se trouve que, voilà, vous avez la palette d'informations. Oui, aussi, vous avez la même chose dans la palette des liens. Vous pouvez aller dans la palette des liens, menu fenêtre, lien. Menu fenêtre, lien, et c'est encore mieux, c'est encore mieux. Si, quand votre image, là, est en surbrillance dans la palette lien, vous déployez les informations ici, ben voilà, vous allez avoir des informations. Quelle surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, d'abord, on apprend que cette bestiole est en train d'être assise sur une branche. Je suis content de l'apprendre. C'est du format JPEG. Il est sur la page 38. C'est du RVB. C'est pas grave. Même si on veut imprimer, au moment où on va générer le PDF, on va l'exporter en CMJN. Quel CMJN? Ben déjà, il y a plein de gens qui vous disent, ceux qui vous disent, vous devez mettre vos images en CMJN dans InDesign. Si c'est pour l'impression. Eh bien, ces gens-là, si ça tombe, ils ne savent même pas que des CMJN, il en existe des dizaines. Donc, ils vous disent de le mettre en CMJN, mais ils ne vous précisent même pas lequel. Et donc, nous, on fait une mise en page ici, et quand on va exporter le PDF CMJN, on choisira le CMJN en fonction du type de papier et de la mécanique d'impression. Est-ce que ce sera de l'offset, de l'hélio, de autre chose comme technique? Voilà, l'imprimeur vous le dit ça, hein, il vous conseille, hein, il vous dit, ça s'appelle un profil de presse, ou une norme d'exportation PDF pour l'impression. Donc RVB, c'est pas du tout un problème, c'est pas une erreur de nos jours. Hein. Dans les années 90, c'était une erreur, mais on est quand même dans les années 2020, donc on s'en fout. L'état est OK, ça veut dire que l'image, il la trouve. Ça, c'est la taille de l'image sur le disque dur, elle est minuscule. Ça, c'est le profil du document, de l'image. C'est un peu compliqué les profils, c'est pour les experts.
Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tiens, cette image est en 72 pixels par pouce. Donc, certaines personnes vous diront, on ne peut pas utiliser cette image pour imprimer, il faut du 300 pixels par pouce. Sauf que, vu qu'elle est réduite à 22%, les pixels se tassent les uns sur les autres, ils se densifient, et on est à, je suis ici, à 326, vous avez quelque chose de différent. Alors, pour l'impression chez un imprimeur en offset, on dit que 300 c'est ce qu'il faut, mais pour des impressions plus haut de gamme, on peut dire que c'est 400, 450. Que tant qu'on se approche un peu de ça, c'est bon. Hein. Donc si je suis à 250 au lieu de 300, c'est bon. Hein. Pour une impression sur du jet d'encre, 150 pixels par pouce est suffisant. Donc voilà, vous avez compris le principe. Pourquoi la résolution n'a pas d'importance? Parce que on redimensionne les images dans InDesign et ça densifie les pixels. Ben oui, si on redimensionne vers le bas, ça les densifie. Donc c'est ça qui compte. C'est ça qui sera dans le PDF. D'ailleurs, dans le PDF, on va même demander au moment de l'exportation de ramener ça à 300, comme ça c'est nickel. Ça va demander moins de calcul aux machines de l'imprimeur. Je parle des machines, les RIP, les Raster Image Processor, les machines qui servent à faire le tramage. Avez-vous des questions? Super. Bon, vous avez toujours votre image là sur le côté. Vous la voyez, on va la déverrouiller. CTRL majuscule et on clique sur elle. Et ben, je vais peut-être faire une copie tant que j'y suis. Hein. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais travailler sur cette version-là. Bien. Je l'ai mise à droite là, vous avez vu. Hein. Ok. Alors, je vais rapidement aller chercher une autre image, soyons fous. Alors, qu'est-ce qui accompagnerait bien ce petit plat délicieux? Un autre écureuil, certainement. Enregistrez-moi cette bestiole dans le même dossier. Voilà. Et vous pouvez l'importer dedans, dans le bloc qui est actuellement sélectionné. Je vais importer cette bestiole. Voilà, superbe. Extraordinaire. À un certain moment, vous verrez que quand on fait des titres ou des décorations, des pavés couleurs décoratifs dans une mise en page, ça peut être intéressant d'aller avec la pipette prélever des couleurs qui se trouvent dans les images qui sont sur la page. Et comme ça, il se passe un truc magique, c'est que la mise en page a l'air tout de suite bien parce que vous avez fait des titres ou des blocs qui ont une couleur qui est une de celles des images. Incroyable. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va coller, on va faire différemment. Parce que le problème de l'image que j'ai mise là, c'est que si le texte bouge, qui passe à la page précédente ou qui passe à la page suivante, l'image, elle va toujours rester sur cette page-là. Oui, il ne serait pas passé sur la page précédente parce que je suis sur la première, on est d'accord, mais le texte pourrait passer sur la page suivante si je colle un paragraphe au début. Logique, hein? Imaginons que le texte parle des écureuils et que je commence à coller un texte qui n'a rien à voir, l'image n'est pas au bon endroit, elle ne suit pas le texte, vous comprenez le problème. Hein. Donc, ce que j'ai montré là, c'est une manière de faire, que vous avez d'ailleurs expérimenté pendant la première partie du cours, la partie fondamentaux de la mise en page. Mais nous, on va faire maintenant du flux continu avec du texte et des images. Alors voilà, il faut prendre l'outil texte et aller insérer le curseur texte à un endroit où on veut mettre l'image. Donc je vais me mettre plutôt vers le début d'une colonne et je vais carrément couper un paragraphe en deux. Donc, ah oui, j'ai pas accès à ça parce que dans la palette calque, le calque de texte principal est verrouillé. Je vais le déverrouiller. Voilà, évidemment. Donc, j'en étais en train de dire que je vais cliquer au début d'une phrase, par exemple. Voilà le curseur qui est au début d'une phrase.
et touche retour chariot, donc la grosse touche entrée sur le clavier. Une fois, deux fois, je me retrouve donc avec un paragraphe vide. Incroyable. Je vais enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Il ne faudrait pas que ça plante. Vous avez votre image qui est là toujours accessible parce que le calque de l'image, le calque du dessus n'est pas verrouillé. Vous arrivez à sélectionner l'image. Vous allez faire un CTRL X pour la couper. Et puis, vous allez mettre le curseur texte sur votre paragraphe vide. Et vous allez faire un CTRL V. Voilà. Alors, il arrive parfois que l'image déborde sur le texte du dessus. Et dans ce cas-là, il faut aller dans la palette style de paragraphe et il faut appliquer à l'image le style paragraphe standard. D'ailleurs, faites-le, c'est pas plus mal. Dans la palette des styles paragraphes, pendant que vous avez le curseur qui clignote là, sur la droite de l'image, vous appliquez à ce paragraphe qui contient une image, vous lui appliquez. La balise, elle est là. Hein. Elle est là, toute petite là. Voilà. Vous lui appliquez le style paragraphe standard. Bien. Alors, si vous êtes sorti du paragraphe de l'image en cliquant dans le texte, pour y revenir, ça ne va pas être super simple. Il faut cliquer à la fin du paragraphe précédent et avec la touche qui va vers la droite sur le clavier, il va falloir descendre. Voilà, je viens de faire descendre le curseur à gauche de l'image. Je suis dans le paragraphe de l'image. Encore flèche de droite, je suis avec le curseur à droite de l'image. En tout cas, je suis dans le paragraphe qui contient l'image. Vous avez vu le système? Vu que l'image est à la même largeur que la colonne, pour arriver à mettre le curseur, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut cliquer sur le dernier paragraphe. Là, j'aurais pu cliquer sur le paragraphe suivant, bien sûr, et remonter avec la flèche de gauche. Logique, ça revient au même. Hein. Alors voilà, je vais créer un nouveau style de paragraphe que je vais appeler image dans le flux. Vérifiez bien qu'ici, il n'est pas indiqué d'après un des styles. Il doit être indiqué d'après aucun style, none. Sinon, vous faites du parentage de style et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive si vous ne maîtrisez pas ça. Voilà, image dans le flux, c'est le nom que je donne à ce paragraphe qui contient une image. Ça veut dire que par la suite, si je veux coller d'autres images, ben ça va être assez facile. Il va falloir que j'aille, par exemple, sur une autre page. Voilà, sur une autre page, il va falloir que j'aille faire un paragraphe vide. Il va falloir que je lui applique le style de paragraphe qui s'appelle image dans le flux. Et puis je vais coller un bloc image là-dessus avec une image dedans. Voilà. Le fait d'avoir un style de paragraphe pour ça va me permettre de gérer l'espacement avant et après les images, pour toutes les images du document qui seraient dans le flux. Évidemment, c'est le principe du style, c'est de modifier plein de choses en même temps. Alors, pour vérifier que ça fonctionne et qu'elle est bien dans le flux, vous pouvez revenir sur la première page, vous pouvez sélectionner tout un paragraphe, et, oui, quand on triple-clique, normalement, ça sélectionne. À un certain moment, ça doit sélectionner tout le paragraphe. Mais bon, ça n'a pas l'air de bien marcher ici, donc je sélectionne tout avec la balise de fin de paragraphe. Quand vous sélectionnez les choses, n'oubliez pas les balises de fin de paragraphe, sinon ça va traîner. Alors, si je supprime ce paragraphe, l'image va remonter forcément. Voilà, logique, hein, c'est le principe. J'annule la suppression, elle redescend.
Ou alors, s'il me prend l'envie de redimensionner cette image flottante, l'image de l'écureuil là, voilà, la faire plus large sur la double colonne, voilà. Eh bien forcément, vous avez vu ce qui s'est passé. Mon deuxième écureuil est passé en colonne de droite parce que l'image de gauche, j'ai fait son bloc plus grand. Je le refais plus petit, voilà. Je le refais plus grand, voilà. Bon, bien sûr, c'est le bloc qui s'agrandit. Après, vous devez demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, object fitting, fill frame proportionally. Comme ça, l'image du premier écureuil remplit son bloc, et voilà. Il n'est pas interdit d'avoir des images flottantes, hein. Ça peut apporter de la diversité au document, mais je conseillerais de le faire après, quand vous avez mis toutes vos images dans le flux et tout votre texte. Vous pouvez aller placer quelques images flottantes en partant des premières pages et en allant vers les dernières. Voilà, donc techniquement, ça fait enregistrer votre document.